Bonsoir, merci beaucoup d'être ici ce soir si nombreux pour parler d'un sujet de grande actualité qui sont ces méga accords commerciaux. Nous allons parler de 4 accords, le TISA, le TTIP, le TPP et le CETA. Donc nous allons essayer de voir de la façon la plus simple possible ce que sont ces accords. 2 d'entre eux viennent d'être conclus, c'est le TPP et le CETA. 2 autres sont en cours de négociation, le TISA et le TTIP. Le seul qui concerne directement pour la Suisse, pour l'instant la Suisse, est le TISA. C'est la raison pour laquelle je vais parler plus longuement de celui-ci, mais après on va aborder aussi les autres, et notamment le TTIP, dans la mesure où la Suisse envisage d'y accéder si les négociations sont conclues, etc. etc. Donc, je vais d'abord faire une présentation. Donc, comme la soirée est filmée, je vais d'abord... D'habitude, j'aime bien qu'il y ait une interaction tout de suite, mais là, je vais être obligée de faire ma présentation d'un trait et après de laisser du temps, évidemment, pour les questions, les réponses, le débat, quand on n'est pas d'accord. Enfin, la partie, en fait, la plus vivante de la soirée. Mais là, je suis obligée d'abord d'un trait de faire ma présentation. Mais si vous voyez que vraiment, il y a des choses qui ne sont pas claires, quand même, n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, donc, comme je disais, on va commencer par ce fameux TISA. Donc, c'est un accord sur le commerce des services qui est négocié depuis 2012 par 23 membres de l'OMC, dont la Suisse. TISA veut dire donc Trade in Services Agreement, c'est un accord étendu sur le commerce de services. Quand on dit 23 membres, ça veut dire qu'en fait le nombre de pays est plus nombreux parce que les 28 pays de l'Union européenne comptent comme un membre. Donc, en fait, il y a une cinquantaine de pays qui négocient cet accord. Parmi ceux-ci, il y a évidemment donc l'Union européenne, les États-Unis, la Suisse. Il y a aussi une dizaine de pays en développement à peu près. Je les ai listés ici, je ne les ai pas mis sur les slides. Parmi ces pays en développement, il y en a quand même 3 qui ont quitté les négociations. C'est intéressant, c'est l'Uruguay, c'est le Paraguay et c'est Singapour. Il y a aussi un pays en développement qui est entré il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'île Maurice. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces négociations se déroulent dans l'opacité la plus totale. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont vraiment essayé de ne rien communiquer là-dessus. Ensuite, ils ont vu qu'il a commencé à y avoir je veux dire, des leaks, donc des fuites dans l'opinion publique, dans les ONG, dans les médias. Et donc, les États qui négocient ont quand même été obligés de commencer à dire quelque chose là-dessus, notamment la Suisse d'ailleurs, on va le voir. Maintenant, ce que nous savons quand même pas mal de choses sur ce TISA grâce à Wikileaks, n'est-ce pas, qui a publié à ce jour pratiquement toutes les annexes qui sont sur la table. Nous allons voir ce que sont que ces annexes. Donc nous savons quand même pas mal en ce moment ce qui se passe dans ce TISA, qui est pour, qui est contre, quelles sont les propositions. Pour autant qu'on arrive quand même à déchiffrer, à comprendre ces textes qui sont extrêmement complexes. Et ça, pas seulement pour le commun des mortels, mais vraiment, je pense même pour les négociateurs eux-mêmes, ce sont des textes qui ne sont pas faciles à comprendre en raison de différentes choses que nous allons donc voir. Les présidents de session présentent un peu les textes qu'ils veulent. Les pays en développement sont mis sous forte pression pour accepter des parties de ces textes extrêmement complexes. Et cela rappelle les pires heures de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui depuis fait quand même preuve de plus de transparence, ça il faut le reconnaître. Donc le TISA, le TTIP et les autres rappellent vraiment les pires heures de l'OMC dont on pouvait penser qu'elles appartenaient un tout petit peu au passé. Alors le TISA est négocié en marge de l'OMC. Donc ça se passe à Genève, habituellement dans une mission, l'Australie, l'Union européenne. Le dernier tour de négociation qui vient d'avoir lieu a eu lieu dans les locaux même de l'OMC, mais c'est une négociation qui est vraiment en dehors de l'OMC parce que à l'OMC, les négociations sur les libéralisations du commerce de services n'avancent pas en raison de l'opposition des pays en développement. Donc ces 50 pays se sont dit, on va vers ça de notre côté en dehors de l'OMC.
Alors, le TISA pose des risques sérieux, selon nous, aux pays participants, a fortiori aux pays en développement, mais pas seulement, à la Suisse aussi. Donc, chez Alliance Sud, on s'occupe évidemment des pays en développement, mais cet accord est quand même spécial parce qu'il touche beaucoup de pays, il touche aussi notre pays. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle on va parler aussi bien de la Suisse que des pays en développement. Les problèmes sont les mêmes, si ce n'est que pour les pays en développement, ils sont plus forts, ils sont plus aigus, n'est-ce pas, parce qu'ils sont peut-être moins outillés. Enfin, on va voir dans le courant de la présentation. Alors, selon nous, les principaux problèmes que pose cet accord est la libéralisation des services publics. Ouais, alors je vais faire comme ça. Voilà, ok. Alors, la libéralisation des services publics, elle peut se faire de deux manières. Je vais vraiment essayer de faire simple, mais il faut un tout petit peu de technicité, sinon on n'arrive pas à comprendre comment les choses se passent. Alors, d'une part, par les offres individuelles. Les offres individuelles sont les offres que chaque pays met sur la table en disant « moi, je veux libéraliser ». C'est-à-dire, quand on parle de services, libéraliser égale déréguler. Parce que ce qui empêche les services d'être commercialisés d'un pays à l'autre, ce ne sont pas des droits de douane, comme pour les marchandises ou les produits industriels ou les produits agricoles, ce sont des règles. Donc cet accord vise à dérégulariser le commerce des services, et notamment des services publics. Alors, donc cette libéralisation ou dérégulation peut se faire par le biais de ces offres individuelles, et concernant les offres individuelles, il faut remarquer que les seuls pays qui ont publié la leur sont la Suisse, la Norvège, l'Union européenne. Alors la Suisse a publié son offre en premier, ça il faut le dire, elle l'a mis sur Internet. Après, je dis encore, il faut la comprendre, etc. Mais ça a été le premier pays quand même qui l'a publié, et ça il faut le reconnaître. Elle a été suivie par la Norvège et après pas mal de temps par l'Union européenne. Mais aucun pays en développement ne l'a fait. Donc, nous ne savons pas si ces pays en développement ont ouvert leur marché à la libéralisation des services publics, l'eau, la santé, l'éducation et à la concurrence étrangère, ou s'ils ont accepté des requêtes en provenance d'autres pays. Parce que le système, c'est ça. Un pays fait son offre, chaque pays fait son offre, et les autres pays font des requêtes. Donc, je veux que toi, tu libéralises X, Y, tel ou tel secteur. Donc, c'est vraiment une question d'offre et de demande ou d'offres et de requêtes. Oui, voilà, d'offres et de demandes, d'offres et de requêtes de la part des uns et des autres. Requêtes, oui. Alors, le problème est que les principales clauses de cet accord limitent drastiquement la capacité de régulation de l'État. Pourquoi ? Premièrement, elles obligent un pays à traiter les fournisseurs de services étrangers comme les fournisseurs de services nationaux, qu'ils soient publics ou privés. C'est ce qu'on appelle la clause du traitement national. Cette clause rend plus difficile, par exemple, l'exigence que les multinationales fassent des joint ventures avec des entreprises étrangères. Par exemple, si une multinationale arrive dans un pays, certains pays exigent qu'elle s'associe avec des entreprises locales, qu'elle fasse une joint venture, ou qu'elle recrute une certaine part de main-d'œuvre locale, de travailleurs, de directeurs, etc. Cette clause sur le traitement national interdit ce genre d'exigences posées aux multinationales étrangères. Première chose. Ensuite, cette clause sur le traitement national existe aussi à l'OMC, dans ce qu'on appelle l'accord général sur le commerce des services de l'OMC, pour ceux qui sont un peu familiers avec le sujet. Mais le TISA est beaucoup plus pervers, on va dire. C'est-à-dire que pour le traitement national, donc dont je parlais, le TISA prévoit la fameuse liste négative. Liste négative, ça veut dire que tous les secteurs de services sont libéralisés, à moins qu'un État ne l'ait expressément prévu par des réserves. Tout est ouvert, sauf, moi je suis la Suisse, je fais mon offre de service, tous mes services sont ouverts, à moins que j'ai pensé à les exclure. Alors, là où ça devient encore plus, c'est qu'à les exclure, aujourd'hui, demain, après-demain et pour toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux autres clauses. C'est la clause de rocher et de gel. Ces clauses de rocher et de gel, en espagnol, ils appellent ça la crémaillère. La crémaillère, c'est vraiment un train, comme le train que nous avons, qui monte à la montagne. La crémaillère, elle ne peut aller qu'en avant, elle ne peut jamais revenir en arrière. Donc, ces clauses de rocher et de gel obligent les États à imprimer
une dérégulation toujours plus grande, à aller toujours vers plus de dérégulation. Ils ne peuvent jamais revenir en arrière par rapport aux libéralisations de services qui existent au moment de la signature du traité. Là, de nouveau, à moins de l'avoir prévu par des réserves. Mais le problème, c'est que ce système oblige ces pauvres négociateurs à avoir comme une boule de cristal. Ils doivent penser à tous les secteurs de services qui existent aujourd'hui, donc il faut en oublier aucun, et qui pourraient exister à l'avenir. Donc ça rend les choses extrêmement compliquées. Alors, certains pays comme l'Argentine, le Canada, la France, la Tanzanie, qui ont privatisé l'eau et l'électricité, sont en train de revenir en arrière, notamment au niveau local, ce qu'on appelle la remunicipalisation. Si le TISA était déjà en vigueur et que ce pays n'avait pas pensé à mettre des réserves, ceci serait interdit. Un autre cas encore plus éloquent est le secteur de l'énergie en Allemagne. Depuis 2007, certaines communes sont en train de revenir sur la privatisation de la fourniture d'électricité parce qu'ils ont vu que les fournisseurs privés n'étaient pas tellement pressés de passer aux énergies renouvelables parce qu'elles sont moins rentables, en tout cas dans le court terme. Donc l'Allemagne, beaucoup de communes sont en train de remunicipaliser les services énergétiques et ça pourrait être interdit dans le TISA. Alors, ce sont des clauses qui sont dangereuses même pour un pays comme la Suisse et a fortiori, vous imaginez, pour les pays en développement où les systèmes juridiques sont moins mûrs, où il y a encore besoin de réguler, de légiférer en matière de santé, d'environnement, etc. Alors maintenant, ça c'est la première. Les États qui négocient le TISA ont d'abord déposé une offre il y a, je crois, une année ou deux. Ils viennent d'en déposer une deuxième. Et ils vont en déposer encore une troisième en octobre. Alors maintenant, les Américains, ça c'est connu, c'était dans les médias spécialisés, etc. Les Américains sont en train de mettre la pression sur les nouveaux services, c'est de ça que je vous parlais. Certains pays, dans leurs premières offres, ils ont quand même mis des réserves pour protéger les services qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui pourraient exister demain, n'est-ce pas? Or, les Américains sont en train de mettre, les États-Unis, la pression sur tous les pays participants, dont la Suisse, dont l'Union européenne, dont les pays en développement, pour qu'ils enlèvent les réserves à ces nouveaux services. Alors, certains disent, c'est quoi ces nouveaux services? Certains pensent aux services liés aux nouvelles technologies. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si on prend par exemple attendez, j'en suis où là, moi, avec moi? Si on prend par exemple... Si on prend par exemple, voilà, au nouveau service, si on prend par exemple les règles que les États ont mis sur l'énergie nucléaire, si le TISA avait existé il y a 100 ans, ou même moins, hein, ces règles n'auraient pas été possibles. Je prends un autre domaine, je ne sais pas, maintenant il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'utilisation des drones, ok? Admettons que les États, qui c'est qui va penser à dire, bon, ben voilà, moi j'exclus dans mon offre... les services autour des drones. Qui c'est qui va y penser? Et bien voilà, si un État n'y pense pas et qu'il ne l'exclut pas de son offre individuelle, si dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il veut régulariser le commerce au service des drones, il ne pourra plus le faire. Donc pour dire que quand on parle de nouveaux services, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Ce n'est pas juste les gadgets électroniques liés aux technologies de l'information et nouvelles technologies. Alors, du fait de la liste négative et de ces clauses de rocher et de gel, il pourrait devenir très difficile pour un État de préserver ses services publics, parce que souvent ces services publics sont un mélange, leur fourniture est un mélange de public et de privé, et les États n'ont pas forcément pensé, là de nouveau, à les exclure. Alors, les conséquences de la privatisation des services publics ont été largement documentées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont syndicalistes et qui connaissent ce sujet au moins aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Mais juste pour donner un petit exemple, là où l'eau a été privatisée, son prix a explosé. On a vu ça au Ghana. En Mauritanie, les ménages dépensent jusqu'à 1/5 du budget pour l'eau, etc. Alors maintenant, nous avons passé en revue la première offre suisse. OK ? Et nous avons, avec les syndicats, nous étions tout un groupe, hein, il n'y avait pas que Alliance Sud, et nous avons constaté qu'en mettant des réserves partout, tout le monde arrive à lire là, et en mettant des réserves partout où c'était nécessaire, la Suisse est arrivée à préserver ses services publics. Il faut le dire, ok? Dans son offre individuelle, elle est arrivée à le faire, la première offre individuelle. Donc, nous étions contents.
Et elle a exclu ces clauses dont je vous parlais, ces clauses crémaillères, le rocher et le gel, du niveau cantonal et municipal. Donc ça ne s'applique pas dans l'offre suisse aux cantons et aux communes. Mais, alors, une nouvelle offre vient d'être déposée par la Suisse et elle a l'air d'être aussi plus ou moins OK. Mais toute la question est de savoir si la Suisse va résister aux pressions, notamment américaines, pas seulement, mais c'est quand même beaucoup les Américains, jusqu'à la fin, notamment donc pour sauvegarder les services publics, pour exclure les nouveaux services et pour garder donc ces réserves au niveau du niveau local. Première chose. Alors là, je vous parlais des offres individuelles. Maintenant, il faut parler des annexes. Donc voilà. Cet accord, je vous disais, il est en deux parties. Il y a d'une part les offres individuelles qui concernent les États individuellement. Ensuite, il y a les annexes. Les annexes, ça veut dire quoi? Ce sont les secteurs qui touchent tous les États. C'est-à-dire qu'un pays, la Suisse par exemple, peut mettre toutes les réserves qu'elle veut dans son offre individuelle. Les annexes vont la concerner du début à la fin. Et donc là, il n'y a pas de réserve possible. Okay. Maintenant, ce que le SECO nous dit tout le temps, et c'est vrai, ces annexes sont encore en cours de négociation. Ceux dont nous parlons maintenant, c'est ceux qui sont sur la table, dont ils discutent, mais on ne peut pas maintenant prétériter du résultat final. C'est vrai, mais quand même, qu'est-ce qui bout maintenant dans la marmite? Qu'est-ce qui est en train de négocier maintenant? Ce dont je vais vous parler. Alors, et ça aussi, ça peut conduire à la... Alors ça, c'est un peu long, mais il y a sur la table en ce moment 17 annexes. Bon, comme vous voyez, il y a les services financiers, il y a les télécoms, il y a le commerce électronique, il y a le transport routier. Bon, ils sont tous listés ici et je vais vous parler de façon un peu plus spécifique de certaines d'entre elles, car plusieurs d'entre elles touchent au service public. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que le SECO n'arrête pas de dire que la Suisse ne va pas libéraliser les services publics parce qu'elle n'a pas le mandat de le faire. Parce que, je vais compliquer un tout petit peu les choses, mais pas tant que ça, la Suisse négocie dans le cadre du mandat du cycle de Doha, et dans le cadre de ce mandat, elle ne peut pas libéraliser les services publics. Donc ils nous disent, on ne libéralise pas les services publics. Pourtant, les annexes que j'ai listées ici, portent directement sur les services publics, et la Suisse est en train de les négocier. Donc, commençons par une annexe qui s'appelle « Entreprise détenue par l'État ». Alors, quand on entend ça, on se dit « oui, ça n'existe qu'en Corée du Nord ». Pas du tout. Les entreprises détenues par l'État sont des entités qui offrent des services et dans lesquelles l'État a mis de l'argent. Et le but de cette annexe est de les ouvrir à la concurrence étrangère et de limiter la marge de manœuvre et la capacité de régulation de l'État au niveau central. Cette annexe porte uniquement sur le niveau central. J'ai fait une liste non exhaustive de ce que ça pourrait vouloir dire pour la Suisse. Et j'ai trouvé les écoles polytechniques fédérales, j'ai trouvé les centres de recherche, la télé et la radio, la poste et Swisscom, les loteries, les autoroutes et les gares, le contrôle du trafic aérien et les CFF. Il y en a peut-être d'autres, mais ça, c'est celles qui me sont venues le plus facilement à l'esprit. Donc, ça c'est pour la Suisse. Ça c'est pour la Suisse. Hein. Après, selon les pays, c'est différent. Maintenant, on peut dire quand même que la libéralisation de ces secteurs est particulièrement dangereuse dans les pays en développement parce qu'on a déjà vu ça à plusieurs reprises. Souvent, la participation du secteur privé a conduit à privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes. C'est-à-dire que quand un investisseur ne trouve pas son compte, il se retire et c'est à l'État de reprendre, si vous voulez, le service qui n'est plus rentable, et, ou alors des prestataires de services étrangers ne tentent d'investir que là où les usagers peuvent payer. Donc, où tout à coup la fourniture d'eau devient plus chère, mais que les gens ont quand même les moyens de payer, etc. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de servir tout le monde, quoi. On peut ouvrir un peu la fenêtre. Oui. Voilà. Ensuite, ça c'est pour l'annexe sur les entreprises détenues par l'État. Il y en a une autre sur les services professionnels. Alors, si vous voulez, les services professionnels en soi ne posent pas foncièrement problème. Si vous pensez par exemple le fait que les architectes, les ingénieurs, les avocats puissent circuler librement d'un pays à l'autre, en soi, du point de vue du développement, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose un problème, selon nous, c'est que ça concerne aussi l'éducation privée.
Voilà. Alors, la Suisse s'y oppose, mais enfin, elle est bien seule. Alors, il y a certains pays, notamment les États-Unis, qui veulent interdire des mesures importantes pour les pays en développement. Et là, je fais un petit angle développement, à savoir l'exigence d'un minimum de participation locale dans les écoles étrangères pour qu'il puisse y avoir une bonne intégration dans les pays. Alors, vous savez, souvent, dans ces pays, on exige que, voilà, ok, l'école étrangère, elle vient, mais elle doit s'associer avec une école locale, elle doit recruter des enseignants locaux, enfin, elle doit avoir une assise locale. Et le but de cette annexe, notamment pour ce qui est de l'éducation, est de précisément interdire ce qu'on appelle dans un langage juridique des exigences de performance, enfin, peu importe, le fait qu'il y ait une obligation de participation locale, de joint ventures, etc. Et ça, du point de vue du développement, ça pose quand même un problème. Et donc, ça pourrait entraîner une éducation à 2 vitesses, surtout dans les pays où, justement, les institutions sont plus faibles. Maintenant, une autre annexe qui est vraiment, celle-là, elle est assez croustillante. C'est l'annexe sur les services liés à l'énergie et les services environnementaux. Elle a été publiée par Wikileaks en décembre 2015 en pleine COP21. N'est-ce pas? Ouais. Ah ouais, oui, en tout cas, au moins les médias en ont parlé parce que le moment était bien choisi. Alors les États, ils négociaient comment réduire les émissions, etc. d'un côté. Et de l'autre côté, ils négociaient cette magnifique annexe qui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle limite, elle vise, donc, de nouveau, elle vise évidemment à établir le libre marché pour les fournisseurs étrangers de services énergétiques et environnementaux, ça, d'accord. Mais surtout, elle limiterait la capacité des gouvernements, et là, c'est tous les niveaux, local, régional, central. Donc, chez nous, ça veut dire commune, canton, confédération. De distinguer entre sources énergétiques polluantes, pétrole, gaz, charbon, et énergie renouvelable. Donc, elle vise à instaurer ce qu'on appelle la neutralité technologique. C'est-à-dire qu'un État ne peut plus dire « moi, ce prestataire de service-là, étranger, je ne le veux pas parce qu'il pollue et je préfère les énergies renouvelables ». Non, il doit prendre ce qui vient, il ne peut plus distinguer. Et donc, de nouveau, ça limite la capacité du gouvernement à réguler, etc. L'annexe sur les services environnementaux propose de libéraliser la fourniture de services qui sont souvent du ressort, de nouveau, des autorités publiques, comme la récolte des déchets et le traitement des eaux usées. Alors, en Suisse, ce sont des tâches qui sont souvent du ressort des communes. Donc, la Suisse, qui dit qu'elle ne veut pas libéraliser les services publics et qu'elle ne veut pas empiéter sur les compétences des communes et des cantons, logiquement, elle devrait s'y opposer. Est-ce qu'elle s'y oppose? Ça, on ne sait pas. Une autre magnifique annexe, c'est l'annexe... alors là, je suis encore pour l'instant dans les annexes qui menacent les services publics. Cette annexe sur la réglementation intérieure. Alors, la libéralisation des services publics, elle peut aussi se faire par le biais de cette annexe, parce qu'elle vise la procédure d'octroi de licence. Alors, on sait que dans le domaine des services publics, les octrois de licence jouent un rôle important pour assurer le service universel. Service universel en Suisse, le fait qu'il y ait des bureaux de poste jusque dans les dernières vallées, des bus qui montent dans les petits villages, même quand ce n'est pas rentable. Alors, parce qu'il arrive souvent qu'au lieu de fournir un service public lui-même, un gouvernement octroie une licence à une entreprise pour qu'elle le fasse en son nom. Jusque-là, si vous voulez, rien de mal. Mais le problème est que, en vertu de cette annexe, ne garantit pas que ces licences soient octroyées de façon à assurer le service universel. Donc c'est une entrave au service universel. Une entrave potentielle au service universel et donc, du coup, au service public. Et selon nous, ce sont aux États de gérer le service universel et pas aux multinationales étrangères. Alors, bon, la Turquie a fait une proposition. La Turquie a fait une bonne proposition, mais elle est soutenue par personne. Ouf. Ah, mince, il y avait un truc important, mais bon, tant pis. Je crois que tu peux tourner comme ça. Voilà, très bien. Cette même annexe sur et ça c'est intéressant pour tout, cette annexe sur la réglementation intérieure, elle menace aussi les normes sociales et environnementales et la protection des consommateurs. Parce qu'on nous dit, non, mais c'est pas vrai. Non, il y a une annexe qui prévoit que ces réglementations intérieures
ne doivent pas faire excessivement obstacle au commerce. Et là, j'ai mis, ça c'est la terminologie anglaise, ok, parce qu'on retrouve ça aussi à l'OMC, et dans les textes c'est écrit. Donc, si un État décide de faire des règles, il faut que ces règles ne constituent pas une entrave excessive au commerce. Mais qui va décider si c'est excessif ou pas? Après, on va parler du mécanisme de règlement des différends. Qui c'est qui va décider, vous voyez? C'est toujours ça, c'est-à-dire, et donc, notamment en vertu de ça, il y a des exceptions très, 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 très faibles pour la santé, l'environnement et la protection des consommateurs. Maintenant, une autre annexe magnifique, c'est l'annexe sur le... Voilà, là, je suis sortie maintenant des services publics. Mais c'est tout aussi intéressant. La fameuse annexe sur le e-commerce, le commerce électronique. Alors, elle menace carrément la protection de la sphère privée. Pour quelle raison? Les États-Unis, ils ont eu le scandale de leurs agences nationales de sécurité, mais malgré ça, ils n'ont pas retenu la leçon et ils veulent la liberté totale des services d'Internet. Donc, s'ils obtiennent ça, le TISA permettrait de stocker de façon illimitée les données personnelles et de les transférer à l'étranger. Ce qui est totalement au contraire en Suisse à la loi sur la protection de la sphère privée. Parce que aussi bien en Suisse que dans l'Union européenne, les données personnelles doivent rester dans le pays ou au sein de l'Union européenne. Elles ne peuvent pas être transférées dans un pays tiers. Tandis qu'aux États-Unis, la protection des données est beaucoup plus faible. Et les États-Unis veulent que les prestataires de services étrangers, donc c'est pas une question d'être pour ou contre les multinationales, mais ces prestataires de services étrangers sont quand même la plupart du temps des multinationales. Enfin, qui d'autre? Voilà. Et donc, l'idée est de faire en sorte qu'ils puissent transférer les données personnelles, médicales, bancaires, d'un pays à l'autre pour les mettre, qu'ils puissent en disposer librement. Ce qui, chez nous en tout cas pour l'instant, c'est interdit. Enfin, la Suisse, elle négocie quand même. Une autre annexe, c'est l'annexe sur la localisation, qui interdit notamment des mesures qui sont adoptées par les pays en développement pour préserver l'espace politique dont ils ont besoin pour se développer. Alors notamment cette exigence de contenu local, par exemple l'exigence d'utiliser un contenu minimal de biens et de services dans la production de services par une multinationale étrangère. Je vous donne un exemple. Là, il y a eu un cas tout récent à l'OMC. Là, je sors de ça. Mais juste pour faire comprendre ce que c'est, l'Inde a mis en place un programme de production locale d'énergie renouvelable, d'éoliennes. Donc, elle imposait aux multinationales étrangères de se fournir au minimum, au moins, localement sur le marché local. Et ça a été considéré illégal par l'OMC. C'est-à-dire l'Inde, au lieu de continuer à importer de l'énergie éolienne, elle voulait la produire sur place. Donc elle a mis des barrières, elle a dit, voilà, elle a mis des conditions, il faut employer des locaux, il faut des inputs indiens dans une certaine mesure. Ça a été jugé illégal par l'OMC. Alors là, ça c'est l'OMC, maintenant nous on est dans le TISA. Le TISA, c'est la même chose. Cette annexe vise à interdire ce genre de mesures qui sont utilisées surtout dans les pays en développement, ou bien aussi les exigences d'un montant minimal de capital. C'est-à-dire que la multinationale étrangère ne puisse pas acheter toute une entreprise, mais qu'elle soit obligée de faire une joint venture. Ça sera interdit par ce genre d'annexe. Donc, je répète, des annexes qui sont proposées, qui sont en cours de négociation, ça ne veut pas dire que ça sera exactement le résultat final, celui-là on ne le connaît pas, mais c'est ce qui est quand même négocié, c'est ce qui est proposé, c'est l'idée, quoi. Voilà. Là, l'autre annexe, alors là, elle est magnifique parce que ça s'appelle annexe sur la transparence, mais en réalité, l'annexe, elle est d'une simplicité. C'est l'annexe la plus problématique du point de vue politique. Elle est proposée par les États-Unis, soutenue par de très nombreux États, qui en font leur cheval de bataille aussi dans les autres accords dont on va parler. Donc, ils ont l'intention d'obliger chaque État à publier à l'avance tout projet de loi et de réglementation pour que les parties intéressées puissent faire des commentaires. Alors, les parties intéressées sont les multinationales étrangères. Ça veut dire que demain, la Suisse décide de légiférer en matière environnementale, je ne sais pas quoi, énergétique, etc. Elle doit... Nous, on connaît déjà un processus de consultation interne, évidemment. Mais là, elle devrait soumettre ça à toutes les entreprises des pays membres du TISA.
Alors, vous allez dire, en Suisse, si on a un commentaire d'une grande multinationale étrangère, peut-être qu'on va passer outre. Je sais pas, peut-être que non, mais peut-être que oui. Mais vous pouvez vous imaginer dans un pays en développement, je sais pas, il y a des pays, il y a la Colombie, il y a l'île Maurice, il y a le Pérou, il y a plein de pays qui négocient, non, il y en a une dizaine, qui négocient ce TISA. Si demain, ils ont un projet de loi, qu'ils le mettent à la disposition des entreprises étrangères pour commentaire, qu'il y a une association locale qui dit non, mais moi je suis contre ce projet de loi, que la multinationale étrangère vient et dit non, mais moi je suis... Enfin, voilà, qu'elle fait ses remarques, vous pouvez vous imaginer qui c'est qui va gagner. Alors, jusqu'à ce jour, les multinationales étrangères n'ont pas le droit, en droit international, de faire ce genre de choses, mais le TISA leur donnerait une base légale. C'est ça qui est dingue. Il leur donnerait une base légale en droit international pour pouvoir en fait s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État. Donc, voilà. Est-ce qu'on veut ça ou pas? Je laisse la question ouverte. Ah oui, d'autant plus que le TISA est relié à un mécanisme de règlement des différends. Et donc, c'est l'occasion maintenant de parler de ce fameux mécanisme de règlement des différends. Comment est-ce que les différends seraient réglés dans cet accord? Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, mais il faut être objectif. Le TISA est un accord sur le commerce de services. Ce n'est pas un accord d'investissement. Donc, il n'est pas prévu dans le TISA ce qu'on appelle ISDS, donc le fait qu'une multinationale puisse porter plainte contre un État hôte, ce qu'on appelle en anglais ISDS. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce mécanisme ou si je dois peut-être expliquer un peu. Vous m'entendez jusque là-bas au fond? Ouais. Ça, ce n'est pas prévu. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? Mais c'est pas prévu, mais j'en dis quand même un mot parce que par contre, il est absolument prévu dans les autres accords. C'est le fait que, alors le cas le plus flagrant, le meilleur cas que nous avons en ce moment en Suisse, c'est le cas de Philip Morris contre l'Uruguay. Alors, Philip Morris est une multinationale suisse, comme tout le monde ne sait pas. Mais elle a son siège à Lausanne, c'est une multinationale suisse. Elle a porté plainte contre l'Uruguay parce que l'Uruguay a adopté une législation anti-tabac que Philip Morris considère excessive, donc qui lui fait perdre du profit. Donc c'est le paquet neutre, etc. Ce genre de choses. Cette législation anti-tabac est parfaitement conforme aux dispositions de l'OMS. Ça a été reconnu par l'OMS, mais Philip Morris dit « ça me fait perdre de l'argent, portez plainte contre l'Uruguay ». Alors là où ça nous pose un problème à nous en tant que Suisse, c'est qu'elle a porté plainte contre l'Uruguay sur la base de l'accord de protection des investissements entre la Suisse et l'Uruguay, puisque c'est une entreprise suisse. Il lui réclame à l'Uruguay 20 millions de dollars de déménagement, de dédommagement. Le cas est ouvert depuis plusieurs années. On attend la sentence. Ah, ce sont 3 arbitres qui décident. C'est une justice privée. 3 arbitres. L'Uruguay a nommé le sien. Philip Morris a nommé le sien. Il y en a un 3e. Et ces 3 arbitres vont décider en fait si l'Uruguay a violé cet accord, a violé l'accord ou pas. Pour être clair, c'est pas une cour, donc ils ont décidé d'arbitrer ça de manière privée. Voilà. Autrement, s'ils n'auraient pas choisi l'arbitrage, qui c'est qui jugerait ça? Mais justement, dans ce genre de plainte entre un investisseur privé et un État, c'est toujours 3 arbitres. C'est toujours 3 arbitres. Alors, ça, c'était, vous avez compris, c'est pas le TISA. Ça, c'était un accord bilatéral de protection des investissements. Ce n'est pas prévu dans le TISA, parce que ce n'est pas un accord d'investissement. Le TISA va probablement, ils n'en sont pas encore là au niveau des négociations, mais probablement ça sera un système de État à État, comme à l'OMC. C'est-à-dire que si une multinationale suisse se sent lésée par un État tiers, non pas tiers, un État qui participe au TISA, elle va devoir faire pression sur la Suisse pour qu'elle porte plainte contre l'autre État. Donc, si vous voulez, c'est quand même plus indirect, c'est quand même plus difficile. Ces plaintes existent, l'OMC est bourré de ce genre de plaintes, mais c'est quand même moins direct. C'est quand même un mécanisme État à État, donc c'est quand même moins facile pour l'entreprise. Mais quand même, il est prévu qu'il y ait un mécanisme de règlement des différends comme à l'OMC. Je vois que le temps passe vite, donc je vais faire très vite. Il y a des tas de questions. Ouais, c'est ça. Bon, l'annexe sur le mouvement des personnes physiques, d'accord, c'est le fait que les prestataires de services puissent bouger d'un pays à l'autre. Et là, en fait, ce sont surtout les cadres et les PDG qui pourraient bouger, et pas les travailleurs non qualifiés, pour faire très simple.
La certification, ça c'est aussi quelque chose qui est très peu connu et pourtant c'est super important. Tout traité ratifié par les États-Unis, avant qu'il soit ratifié, il doit passer par le Congrès américain. Le Congrès, voilà, je vous mets tout comme ça si vous voulez dire. Donc le Congrès américain doit s'assurer que les États en question ont appliqué les dispositions du traité comme lui l'entend. Sinon, il ne ratifie pas. Et il sait, ça c'est très peu connu parce qu'en fait c'est une disposition qui n'était pas beaucoup appliquée et qui est très appliquée maintenant par les États-Unis. Et donc ils se sont immiscés dans les lois intérieures du Pérou, de l'Australie, parce qu'on pourrait dire, hein, non, de l'Australie aussi, le Pérou, l'Australie et le Guatemala, je crois. Alors, ouais, alors là je vais zapper. Donc le problème c'est que si le TISA aboutit, il serait introduit dans l'OMC, donc il changerait complètement les règles sur le commerce des services qui s'appliquent aux 163 membres, ou plutôt, ça c'est pas très précis ce que je dis, l'intention de ces 50 pays qui négocient est de le multilatéraliser à l'OMC. Mais c'est leur intention, à l'OMC il y a 163 pays, la majorité en développement maintenant, et c'est pas dit que la chose marche.